Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais donc effectivement vous présenter ce travail qui a été valorisé par une publication dans Annals of Family Medicine. Avant de commencer la présentation de ce travail, je voulais rappeler que la recherche, c'est un sport d'équipe et que donc même si je suis toute seule sur cette estrade pour cette plénière devant vous, je ne serais pas grand-chose s'il n'y avait pas eu toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet avec moi. Du coup, je me permets d'emblée de les citer et de les associer à cette présentation, donc la liste de tous les co-auteurs. Nous avions Alexandre Malmartel, Léa Prévost, Henri Partouche, Céline Buffel-Duvort, Juliette Pinault, Armelle Ganger-Cabane et Serge Gilbert. Alors de quoi va-t-on parler ? Eh bien, je ne vous apprends rien si je vous dis qu'avec les progrès de la médecine et notamment aussi le vieillissement de la population, de plus en plus de patients ont une maladie chronique, voire plusieurs maladies chroniques, ce qu'on appelle la multimorbidité, ce qui pose de nouvelles questions, des nouvelles problématiques, et nous sommes face à de nouveaux défis. Les patients, de leur côté, ont parfois un fardeau du traitement qui est de plus en plus important et peuvent se retrouver parfois dans des parcours de soins qui sont complexes, notamment avec parfois le risque d'une fragmentation des soins si on reste dans une approche très centrée maladie. Et nous, médecins, on est face à des problèmes parfois de coordination des soins. Bon, déjà, grâce à Aline, maintenant, vous allez pouvoir la mesurer, première étape. Et de hiérarchisation, de priorisation des maladies, mais aussi des prises en charge. Et donc le travail que nous avons fait est un travail un peu préliminaire, une espèce d'étude pilote, où on s'est posé la question de la concordance entre les points de vue des patients et des médecins. Alors quelles étaient nos questions ? On en avait deux. Donc deux objectifs principaux à cette étude. Le premier objectif, c'était d'évaluer la concordance entre les maladies chroniques déclarées par les patients et celles connues de leurs médecins généralistes. Donc une question toute bête, en fait. Et la deuxième question était de comparer les maladies chroniques considérées les plus importantes à soigner et à prendre en charge selon les patients et selon leurs médecins traitants. Alors comment avons-nous fait pour répondre à ces deux questions ? Nous avons mené une étude transversale multicentrique en Île-de-France et nous nous sommes inspirés pour cela de méthodologies publiées dans d'autres travaux, mais qui avaient été réalisées dans d'autres systèmes de santé que celui de la France. Nous avons inclus des patients âgés de plus de 18 ans qui étaient suivis au cabinet depuis au moins c'est au moins 12 mois pour que les patients soient connus de leur médecin, ayant donné leur consentement écrit, qui étaient vus au cabinet médical, c'est-à-dire que nous n'avons pas inclus de patients vus en visite à domicile, qui étaient capables de répondre à un questionnaire, qui était un questionnaire en français et un questionnaire papier. Nous avons inclus ces patients sur une période de 4 semaines, entre avril et mai 2017. Et donc chaque investigateur devait inclure les patients sur une demi-journée qui était tirée au sort, donc une demi-journée par semaine de tous les patients éligibles. Pour répondre à notre question, nous avons d'abord au préalable créé une liste de 125 maladies chroniques. Alors en réalité c'est 124 avec la possibilité d'une 125e case qui était autre et du texte libre. J'ai pas le temps évidemment dans ces 10 minutes de vous présenter la méthode utilisée pour développer cette liste, mais en 2 mots on a utilisé un Delphi modifié pour obtenir cette liste que nous avons utilisée ensuite dans les 2 questionnaires. On avait donc ensuite un questionnaire médecin. Le médecin le remplissait avant la consultation avec son patient, pour un patient éligible, avant pour ne pas être influencé par le patient et la consultation, et donc pour ne pas être en présence du patient, mais par contre il avait évidemment le droit d'avoir accès à son dossier médical, et le questionnaire miroir qui était remis au patient à la fin de la consultation, après information au sujet de l'étude et consentement écrit. Le patient pouvait remplir en salle d'attente, mais sans présence du médecin, le questionnaire, ou chez lui, et il y avait une enveloppe retour qui pouvait être donc retournée par courrier. Et donc, que contenaient les questionnaires avant de passer aux résultats ? Il y avait 2 parties correspondant à nos 2 objectifs. La première partie était une définition de ce que c'est une maladie chronique et un problème de santé que nous avions défini comme donc un problème de santé qui nécessite un traitement ou une surveillance régulière depuis au moins 6 mois. Exactement la même définition dans les 2 questionnaires. La liste des maladies chroniques ou des problèmes de santé chroniques en demandant aux patients de cocher donc les maladies qu'il avait. Et ensuite une question qui était une question de dire parmi ces problèmes de santé, pouvez-vous nous dire lesquels sont les plus importants à soigner ou à prendre en charge selon vous, et donc exactement le même questionnaire miroir pour le patient et pour le médecin. Les résultats, nous avons inclus 233 patients. Ces patients ont été inclus par 16 médecins généralistes. L'âge médian des patients était de 59 ans dans l'échantillon, avec 139 femmes.
Le niveau d'éducation, que je ne détaille pas, mais en tout cas pour le citer, était une des limites de l'étude, puisque nous avons un niveau d'éducation qui était plutôt élevé, et 87 patients avaient une ALD, en tout cas une ALD déclarée. Le nombre moyen de maladies chroniques déclarées, donc chez les patients, on avait 3,8 maladies chroniques en moyenne par patient, et selon les médecins, 3,4. Alors finalement, ce n'est pas tellement le nombre moyen de maladies qui est important dans cette étude, puisqu'on s'intéressait à la concordance. Et quand on regarde la concordance et le coefficient de corrélation intraclasse, là pareil, Aline vous a déjà donné la définition, ce qui m'évite de le faire. On avait un coefficient de corrélation intraclasse à 0,59, ce qui est modéré, et donc pas terrible. Et encore plus intéressant que le nombre de maladies, évidemment, c'est finalement s'intéresser est-ce que les médecins et les patients avaient déclaré les mêmes maladies. Parce que si un patient avait dit j'ai une hypertension artérielle et un diabète, et que son médecin avait dit il a de l'asthme et de l'arthrose, on est à 2 maladies à gauche, 2 maladies à droite, on a une concordance quantitative parfaite, mais sur le plan qualitatif, par contre, on est très mauvais. Et donc on s'est intéressé aussi à la concordance d'un point de vue plus qualitatif, maladie par maladie. Et alors pour faire ça, donc on a repris toutes les maladies, et pour chaque maladie, on a créé ce qu'on appelle une table de concordance, c'est-à-dire qu'en gros, il y a 4 possibilités, deux possibilités de concordance, c'est-à-dire le patient dit a coché une maladie et son médecin a coché la même maladie. Le deuxième cas de concordance, c'est le cas où ils n'ont pas la maladie, donc le patient dit je n'ai pas cette maladie et son médecin est d'accord. Et on a 2 cas de discordance, le patient dit j'ai cette maladie mais elle n'est pas cochée par son médecin, ou l'inverse, le patient n'a pas coché la maladie mais son médecin l'a cochée. À partir de cette table de concordance, nous sommes capables de calculer un coefficient de concordance qui est le coefficient Kappa-Cohen, donc qui lui aussi va jusqu'à 1 en concordance parfaite et 0 une très mauvaise concordance. Et donc pour chaque maladie, on a calculé ce coefficient. Je ne vais pas vous citer les 125 kappa, mais pour vous citer quelques exemples, pour l'hypertension artérielle, on n'était pas si mal, une concordance qui était bonne à 0,74, mais par exemple pour l'anxiété chronique, on n'était pas terrible avec un coefficient kappa à 0,12. Sans vous détailler tous les résultats, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on avait une grande hétérogénéité en fonction des maladies, avec des maladies où il y avait une plus grande concordance, qui était le diabète, l'hypothyroïdie, l'hypertension artérielle, et des maladies avec une moins bonne concordance, comme l'anxiété chronique ou l'eczéma, par exemple. Et deuxième question, donc deuxième partie des résultats, la liste des priorités, donc des problèmes de santé les plus importants à prendre en charge et à soigner selon les patients et leurs médecins. On avait 153 paires pour lesquelles on avait 2 listes, donc qu'on a pu comparer. Sur cette figure, donc chaque barre correspond à une maladie, avec 3 couleurs. Donc le noir, c'est quand elle était dans les 2 listes, la maladie. Le gris clair, c'était quand elle était seulement dans la liste du médecin, et le gris foncé, seulement dans la liste du patient. Là, c'est les maladies les plus prévalentes de l'étude. Et en gros, on était pour la répartition des couleurs sur 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Et pour analyser les choses un petit peu plus finement ou vous donner des résultats un petit peu globaux, pour 45 paires, ce qui correspond à 29,4% des cas, la priorité numéro 1 du patient, donc sa priorité ou le problème de santé le plus important, n'était pas présente du tout dans la liste de son médecin. Et dans 19 cas, soit 12,4%, aucune des priorités n'était commune dans les listes. Ils avaient raconté des choses totalement différentes dans leur liste. Pour discuter un petit peu ces résultats, je voudrais revenir tout d'abord sur le fait qu'il s'agit d'une étude très exploratoire, avec un échantillon de petite taille, absolument pas représentatif, ce qui évidemment est la principale limite, mais que les relecteurs, quand on a soumis l'article, ont malgré tout apprécié l'étude pour en fait la simplicité de la question de recherche et la méthodologie utilisée. Comment interpréter les discordances trouvées? Évidemment, nous sommes dans une étude observationnelle, donc on peut émettre de nombreuses hypothèses. On peut avoir un dossier médical mal rempli, on peut avoir un problème de compréhension du questionnaire, on peut aussi avoir des représentations de la maladie qui ne sont pas les mêmes. Donc il y a des hypothèses nombreuses. Et ces discordances posent quand même et soulèvent des questions. Quelles conséquences sur la prise en charge et la qualité des soins? Les discordances, selon les pairs médecins-patients, ne vont pas avoir les mêmes conséquences. Et on a quand même envie de se dire qu'on pourrait faire mieux. Alors comment améliorer la communication et la hiérarchisation des soins dans une approche qui reste centrée patient et dans le temps limité d'une consultation chez des patients de plus en plus nombreux à être multimorbides? Un mois après notre publication, en septembre, donc, est sorti un article que je vous invite à lire
dans JAMA Internal Medicine, donc en octobre 2019, qui s'est intéressé dans un essai justement à une intervention où on s'intéresserait aux priorités des patients et voir si ça a un impact, en tout cas si c'est associé à des critères de jugement clinique. Et donc ça fait tout à fait suite et sans surprise évidemment, quand on essaie d'un meilleur alignement entre les points de vue et les perspectives, c'est plus efficace sur la qualité des soins, notamment par exemple sur le fardeau du traitement du patient. Et pour conclure, je voulais remercier évidemment les investigateurs et un grand merci aux 233 patients qui ont donné de leur temps pour participer à cette étude. Et je vous remercie de votre attention. Du coup, bonjour et merci pour ce travail qui est passionnant. Merci. J'ai pas eu le temps de bien regarder les chiffres, donc c'était peut-être écrit et j'ai mal lu, mais dans les cas de forte discordance entre la déclaration par le médecin et par le patient d'une pathologie, entre autres, tu citais l'exemple de l'eczéma et de l'anxiété, qui c'est qui sous-déclare? C'est le médecin qui déclare pas souvent alors que le patient déclare souvent, ou l'inverse, ou ça dépendait des pathologies, pour savoir si c'est nous qui sous-évaluons ou oui. Si c'est... Alors évidemment, merci pour cette excellente question. Dans le cas de 125 maladies chroniques, ça dépendait évidemment de la maladie. Donc là, on a la table de concordance pour l'anxiété chronique. On voit 25-24. Donc en fait, c'était partagé entre les deux cas de discordance. Ça dépendait des maladies. On a toujours envie de trouver des explications quand on fait une étude observationnelle, mais ce n'est pas tout à fait recommandé. Mais par exemple, on avait 6 patients qui, dans l'étude, avaient coché la case DMLA. Et aucun des médecins n'avait coché la case. Alors ça pose question sur la DMLA, quand on connaît l'impact que ça peut avoir dans la vie des patients, c'est quand même assez fou que les médecins ne soient pas forcément au courant ou ne l'aient pas coché. Après, on peut se dire qu'aussi c'est un cas de fragmentation éventuelle des soins, avec des patients qui vont directement voir l'ophtalmologiste et pas nous, médecins généralistes. Donc voilà, la réponse à la question, c'est ça dépend. Ça dépend des maladies, avec probablement autant d'explications que de maladies. Mais merci pour la question qui était intéressante. Bonjour, François Garnier, Angers. Ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est très très nouveau. Je ne suis pas surpris par les résultats et je voulais faire une hypothèse sans doute assez stupide, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a des maladies qui sont nobles et qu'on porte comme un étendard et qu'on déclare facilement, qu'on soit du côté médecin ou du côté patient. Puis il y en a d'autres qu'on n'a pas du tout envie de déclarer, quoi. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on arrive énormément à améliorer les choses sans des aides externes de type anthropologue de la maladie ou des choses comme ça. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis tout à fait d'accord. Alors, on a tenté de s'affranchir du biais de déclaration ou du biais de désirabilité sociale dans cette étude avec des questionnaires papier que les patients pouvaient répondre. Donc, évidemment, tout était totalement anonyme. Donc, les patients pouvaient repartir avec leur questionnaire à la maison. Le médecin n'était pas là. On leur signifiait bien qu'ils n'avaient pas accès aux réponses du patient. Ça, c'est pour le côté un petit peu méthodologique, mais néanmoins, on ne peut jamais tout à fait s'en affranchir. Après, ce qui, pour compléter ou donner un autre angle, mais qui va un peu dans votre sens, il y a aussi, quand on regardait un petit peu les discordances, on avait envie de voir, et notamment dans les priorités, des médecins qui étaient très centrés sur le pronostic, par exemple, qui allaient montrer que la priorité, elle était dans la BPCO, quand les patients nous donnaient beaucoup des maladies symptomatiques, comme l'arthrose, ou même dans la liste, quand ils écrivaient en texte libre, nous donnaient carrément même des symptômes, c'est-à-dire problèmes de sommeil. Et en effet, la représentation et l'impact des maladies a un impact sur les résultats. Philippe Jory, Paris Descartes. Je ne vais pas te poser de questions sur les clusters, ni sur la littératie, mais par contre, tu as parlé d'une étude de faisabilité, enfin une étude exploratoire. Et c'est quoi la suite ? Merci Philippe de mettre la lumière sur la suite de ces travaux. Oui, il s'agissait d'une étude exploratoire qu'on ne pensait pas publier dans ce journal, à vrai dire. On l'a soumis sans trop y croire, mais c'est passé. Et en fait, ça nous a permis aussi de tester la méthodologie, qui était assez
inhabituel. Enfin, nous, on n'avait jamais fait ça, mais un petit peu original. Donc déjà, on a testé la méthodologie. On a aussi testé et validé la liste des 124 plus du coup la case libre maladie chronique qu'on va pouvoir réutiliser. Et donc, l'équipe du département de médecine générale Paris-Descartes continue autour de la multimorbidité. Une nouvelle étude va démarrer en 2020 qui réutilisera les résultats de cette étude pilote et notamment la liste chez des patients cette fois-ci strictement multimorbides, et on regardera un petit peu justement des questions autour de la coordination des soins. Benoît Cambon de Clermont-Ferrand, à droite. Merci pour votre belle présentation qui est très claire. Donc finalement, on est à la fois un petit peu inquiet parce qu'on ne déclare pas les mêmes maladies que nos patients. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est si embêtant que ça ? Notamment quand on prend par exemple l'arthrose. Effectivement, probablement des médecins n'ont pas déclaré l'arthrose et certains patients l'ont déclaré. Pour autant, est-ce que même si ce n'est pas écrit dans le dossier médical, lorsqu'ils se plaignent de douleurs lombaires, cervicales, etc., on ne va pas les traiter pour autant? Donc du coup, comment on fait avec ça, quoi? Merci pour cette question, qui est une très bonne question. On a souligné ça dans la discussion du papier publié, c'est-à-dire qu'en effet, ce n'est pas parce qu'il y a discordance que c'est associé à une mauvaise prise en charge. On peut être discordant et puis malgré tout bien prendre en charge le patient, notamment sur cet exemple que vous donnez qui est très bon. Après, je vous invite à la lecture justement du JAMA Internal Medicine que j'ai cité, qui quand même a l'air de montrer que quand il y a une concordance entre médecins et patients, on est un peu mieux au global, peut-être pas sur cet exemple-là, mais sur des critères du jugement clinique. Mais en tout cas, sur notre étude, on peut rien dire de plus qu'un truc observationnel de discordance, qui pose question pour, je pense, malgré tout, vu les pourcentages. Oui, bonjour Christophe Bercout, Lille Dunkerque. Merci pour cette étude intéressante, mais pas finalement si originale que ça, puisque j'ai vu à peu près la même présentation il y a une dizaine d'années par Eva Pradier, le GPRN, qui avait été menée à Gothenburg, avec des exemples extrêmement précis, c'est-à-dire que là où le médecin mettait en priorité le diabète et l'insuffisance coronaire, le patient obèse mettait en priorité l'arthrose de son genou, la gonarthrose, qui était pour lui une charge beaucoup plus importante. Donc ça, c'était, voilà, je ne sais pas si vous avez vu le travail de Eva Pradier, ça remonte à 8-10 ans maintenant. Je crois l'avoir vu passer, mais... c'est exactement oui. La même thématique, et là aussi, c'est les priorités des médecins, les priorités des patients. Et la méthode a été reprise exactement aussi de la même façon à Lille, il y a relativement peu de temps, je pense que c'était il y a 2 ans, par Barbara Trélin, je ne sais pas si elle est là, Barbara. Non, parce qu'elle est au congrès, qui l'a fait pour définir le médecin généraliste. Qu'est-ce qu'un médecin généraliste? Et elle faisait la même chose, mais au lieu de le faire avec les maladies chroniques, elle faisait avec les arbres généalogiques. Et donc le patient remplissait en salle d'attente son arbre généalogique et le médecin remplissait son arbre généalogique. Et elle a fait la même chose avec des spécialistes d'organes. Et entre autres, quand il y avait un cardiologue en coma, elle le faisait remplir par le cardiologue. Et elle a démontré que le médecin généraliste était le médecin de famille parce qu'il y avait une très bonne concordance sur l'arbre généalogique chez le médecin généraliste qu'on ne retrouvait pas dans les autres spécialités. Merci pour cette remarque et d'avoir mis en lumière des travaux très intéressants. Oui, quand on parle d'originalité de la méthode, en effet, je l'ai cité d'ailleurs quand j'ai donné sur la diapositive méthodologie, on n'a rien inventé et d'ailleurs c'est des travaux, enfin, on cite plusieurs travaux dont on s'est inspiré pour la méthode de ce travail. Après, par rapport à ce qu'on avait lu dans la littérature, on a beaucoup lu d'études qui s'intéressaient à des clusters de maladies. Donc il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites notamment dans le domaine cardiovasculaire où les gens sélectionnaient un certain nombre de maladies dans la multimorbidité, c'est-à-dire voilà, une vingtaine de maladies ou 14 maladies et s'intéresser à la concordance voilà, sur ces maladies-là. Nous, on a voulu vraiment faire aucune hypothèse et regarder les maladies le plus largement possible, d'où cette étape préalable de création de liste. Voilà ce que je peux en dire sur comment on s'est inspiré de la littérature, évidemment, et en étant un petit peu, voilà, peut-être un petit peu plus large sur ce que j'ai cité, et aussi dans un système de santé en France et en 2019, qui a évolué, qui évolue depuis 10 ou 20 ans.